Bonjour et bienvenue. Au cours des dernières semaines, le cyberespace est devenu le théâtre d'une tension quasi palpable. On ne parle plus vraiment d'incidents isolés, n'est-ce pas, Sam? Non, plus du tout. On est face à une offensive coordonnée qui semble vraiment tester les limites de nos sociétés. Et les fondations de notre quotidien, comme l'énergie, sont ciblées avec une précision redoutable. C'est ce front numérique en pleine ébullition qu'on va explorer aujourd'hui. Et cette analyse vous est présentée par ProWave AI. Elle est générée par Stylo News, l'application d'information qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour donner une vision claire des événements mondiaux. Il faut préciser que Stylo News, c'est la version accessible à tous d'un outil bien plus puissant, Stylo Intellops. Qui est utilisé, lui, par des gouvernements, des armées, des multinationales. C'est donc une opportunité assez unique d'avoir accès à une technologie pensée pour ceux qui prennent les grandes décisions. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de décortiquer les tendances lourdes de ces 2 dernières semaines. On va voir comment des événements qui semblent lointains ont en réalité des impacts très concrets. Que ce soit au niveau local, national ou même international. Il s'agit de comprendre cette nouvelle carte des conflits qui se dessine sous nos yeux. On va donc identifier les acteurs, leurs motivations et voir comment tout ça s'emboîte. L'idée est de connecter les points pour voir la grande image et surtout ce qu'il faut surveiller. Alors, par quoi on commence? Commencions par le plus spectaculaire. Les attaques contre les infrastructures énergétiques. On a l'impression qu'un nouveau palier a été franchi. C'est exactement ça. Le cas de la Pologne est absolument édifiant. Fin décembre 2025, le pays a fait face à des attaques destructrices d'une ampleur inédite. On parle de quoi concrètement? D'une trentaine d'installations d'énergie renouvelable et plus grave encore, d'une centrale thermique qui alimente près d'un demi-million de personnes. Un demi-million. Et le timing, fin décembre en Pologne, ce n'est pas un hasard. On est en plein cœur de l'hiver. Bien sûr que non. Couper le chauffage à 500 000 personnes dans ces conditions, ça transforme une cyberattaque en une menace humanitaire directe. C'est d'une violence. C'est précisément l'objectif. Maximiser l'impact à la fois psychologique et physique. Et l'attribution, selon les autorités polonaises, elle est assez claire. C'est-à-dire? Le CERT Polska pointe du doigt les services de renseignement russes. Ah oui. Et notamment des groupes affiliés au FSB connus sous les noms de Berserk Bear ou Dragonfly. Attendez, le FSB. Mais il me semble avoir lu que d'autres sources évoquaient un autre acteur, non? Tout à fait. Et c'est là que ça devient fascinant d'un point de vue analytique. La société de cybersécurité S7, dans son propre rapport, suggère l'implication d'un autre groupe, Lequel? Sandworm. Et lui, il est notoirement affilié au GRU, le renseignement militaire russe. Donc on aurait le FSB et le GRU sur la même opération? Ce sont deux services souvent décrits comme rivaux. Exactement. Le fait qu'ils puissent collaborer ou du moins agir de concert, ça nous dit que la cible était une priorité absolue. Au point de mettre de côté les rivalités internes. Voilà. Ça suggère une coordination et une volonté politique au plus haut niveau. Le message est clair. On passe de l'espionnage à des opérations ouvertement destructrices. Le but est de paralyser. Et ce schéma, on l'a vu se répéter quasi à l'identique en Ukraine. Le 29 janvier dernier, des pannes massives, coordonnées dans tout le pays. Oui, les chiffres sont impressionnants. J'ai vu passer un chiffre, rien qu'à Kiev, 710 000 foyers ou entreprises touchées. C'est inimaginable. Une capitale en guerre, en hiver, plongée dans le noir et le froid. C'est l'aboutissement d'une année 2025 qui a vu un record absolu d'attaques russes. Face à ça, on sent que les lignes bougent aussi du côté des alliances. Vous pensez à l'exercice Blue Horizon? Justement, le 30 janvier, l'Allemagne et Israël ont organisé cet exercice conjoint entièrement dédié à ce scénario, se défendre contre une cyberattaque massive. L'Allemagne qui s'inspire d'Israël, c'est intéressant. Ils ont cette réputation, notamment avec leur cyberdome. C'est un système basé sur l'IA, c'est ça? Exactement. Il utilise l'intelligence artificielle pour anticiper et neutraliser les menaces à une vitesse surhumaine. Et cette coopération est cruciale. Pourquoi? Parce qu'Israël a vu le nombre de cyberincidents sur son territoire augmenter de 55% en 2025, le chef de leur cybersécurité a été très clair. La question n'est plus si une cyberguerre alimentée par l'IA aura lieu, mais quand. Ces attaques sur les infrastructures, c'est une forme de terreur stratégique. Ça me fait penser à d'autres cibles, plus symboliques, mais tout aussi sensibles, les grands événements. Et avec les Jeux Olympiques d'hiver de Milan qui approchent, la pression doit être colossale. Colossal, ouais. Et les hostilités ont déjà commencé. Les 4 et 5 février, les agences italiennes ont dû repousser une vague d'attaques. Déjà. Par qui? Un groupe
Pro-russe, No Name 057. Ils ont visé des cibles très symboliques, le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade à Washington et surtout des infrastructures liées aux sites olympiques. No Name 057, c'est un groupe d'activistes. Quel est leur but? Juste semer le chaos? Leur objectif est avant tout politique, punir les pays qui soutiennent l'Ukraine. Ils utilisent des attaques par déni de service pour rendre les sites inaccessibles. Une démonstration de force, en somme. À peu de frais, oui, et ils sont efficaces. Le même jour, ils ont aussi mis hors ligne le site du comité olympique autrichien. Et la réponse italienne, elle est à quelle hauteur? Elle est sur deux fronts. D'un côté, le président Mattarella lance un appel très diplomatique à une trêve olympique. Et de l'autre? De l'autre, sur le terrain, c'est une mobilisation massive. 6000 membres des forces de l'ordre, tireurs d'élite, des mineurs. C'est fascinant ça. On a une menace purement numérique et la réponse la plus visible, c'est des bots sur le terrain. Les deux mondes sont devenus indissociables. D'autant que l'Italie ne se contente pas de défendre ses JO. Elle participe aussi au mécanisme de Tallinn pour aider l'Ukraine. C'est un signal fort. Absolument. Et ça nous amène à une question plus large. Les stratégies nationales à long terme. Exactement. Protéger les JO, c'est tactique, mais face à une menace permanente, les États sont forcés de penser plus large. On assiste à une sorte de course à l'armement numérique, alors C'est tout à fait ça. Et on voit des changements de doctrine assez spectaculaires. Prenez l'Allemagne. traditionnellement très prudente. Très prudente, oui. Eh bien maintenant, elle parle ouvertement d'une posture de défense plus assertive. Le ministre de l'Intérieur a même employé le terme de contre-attaque, de hackbacks. Des sagbacks. Alors là, il faut qu'on s'arrête une seconde. Concrètement, ça veut dire que l'Allemagne se donnerait le droit de pirater en retour. C'est l'idée. C'est une doctrine radicalement nouvelle pour Berlin. C'est un changement de paradigme. L'idée n'est plus seulement de parer les coups, mais de pouvoir en rendre. Évidemment, c'est un terrain glissant. L'attribution d'une attaque, c'est déjà très compliqué. Extrêmement. Le risque de se tromper de cible est immense. Mais ça montre la pression. La Bundesbank, la banque centrale allemande, subit des milliers d'attaques par minute. La passivité n'est plus une option. Et en France, le tableau est un peu différent, j'ai l'impression. Oui, le défi français est plus diffus. Les autorités sont face à des pirates parfois très jeunes, 17-22 ans. Et leurs actions ont des conséquences dans le monde réel. Exactement. Des vols de données qui débouchent sur des cambriolages, des vols d'armes. La frontière entre le crime numérique et le crime traditionnel s'estampe complètement. Cette prise de conscience semble générale en Europe. Elle l'est. Le Danemark, la Slovaquie lancent de nouvelles stratégies avec des budgets conséquents. Le Monténégro, paralysé en 2022, est devenu un modèle de résilience. Et on met en place de nouvelles lois partout. Oui, comme la directive européenne Nice 2, pour forcer les secteurs critiques à hausser leur niveau de sécurité. Et de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, ça bouge aussi. Au-delà des mesures techniques, il y a cette proposition de loi qui a retenu mon attention. Vous pensez aux lettres de marque? Exactement. Lettre de marque. On dirait un concept sorti d'un film de pirate. L'analogie est parfaite. On parle bien d'autoriser le président à donner à des entreprises privées une sorte de permis de chasse pour attaquer les cybercriminels à l'étranger. C'est précisément l'idée. Autoriser des corsaires du net à mener des actions offensives, c'est une proposition qui fait l'effet d'une bombe, car elle touche au monopole de l'État sur la violence légitime. C'est vertigineux. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant, c'est qu'on a l'image de certains pays comme la Russie ou la Corée du Nord comme des forteresses cybernétiques. Des prédateurs, oui. Or, les sources qu'on a analysées montrent qu'ils sont en fait étonnamment fragiles. Le chasseur est aussi une proie. C'est le grand paradoxe. Une analyse récente estime que plus de 90% des réseaux d'entreprises en Russie sont vulnérables. 90%. Oui. D'énormes failles ont été découvertes dans leurs propres infrastructures critiques. La règle est la même pour tout le monde. L'attaquant n'a besoin que d'une seule faille. Le défenseur doit toutes les combler. Et parfois, ça tourne presque au comique. J'ai lu cette histoire sur la Corée du Nord. C'est incroyable, oui. Une faille de sécurité a permis à des chercheurs d'accéder à des flux de webcams à l'intérieur même des bâtiments de leurs cyberopérateurs. On a pu les voir à leur poste de travail. Exactement. L'arroseur arrosé. De la même manière, au Pakistan, des failles béantes ont exposé les données de millions de citoyens. Personne, absolument personne, n'est à l'abri. Donc tout le monde est vulnérable, les stratégies s'intensifient, les lignes se brouillent.
Où est-ce que ça nous mène? Quels sont les prochains champs de bataille? Le premier, c'est évidemment l'intelligence artificielle. On en a parlé pour la défense, mais c'est une arme à double tranchant. L'IA va créer des attaques bien plus sophistiquées. Et on voit aussi de nouveaux secteurs, plus proches du quotidien, devenir des cibles. Comme les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Oui, quand on lit que des pirates éthiques en Corée du Sud ont montré à quel point c'était facile d'en prendre le contrôle, ça fait froid dans le dos. Et le dernier front, qui était de la science-fiction il y a 10 ans, c'est l'espace. L'espace. Absolument. Le diffuseur d'État iranien a été piraté via satellite. En parallèle, la Corée du Sud alerte sur les menaces qui pèseront sur les futures communications 6G et les constellations de satellites. L'espace est déjà un terrain de conflit. Alors, pour résumer, si on veut suivre la situation, il y a 3 choses à surveiller de près. D'abord, la mise en œuvre de toutes ces nouvelles stratégies. Ensuite, bien sûr, les Jeux Olympiques, du 6 au 22 février. Ce sera un test grandeur nature. Et enfin, la multiplication de ces exercices de défense conjoints. C'est un excellent résumé. On est dans une double course, une course aux armements numériques et une course à la coopération internationale. Et pour l'instant, difficile de dire laquelle ira le plus vite. Très difficile. Et pour conclure, toute notre discussion, surtout cette idée de lettre de marque, nous amène à une question de fond, une question vertigineuse. La privatisation de la cyberguerre. Oui. Est-ce qu'on est en train d'y assister? Quelles seraient les conséquences si des entreprises privées étaient autorisées à mener des opérations offensives, brouillant à jamais les lignes entre défense nationale et action privée? C'est une question qui pourrait bien redéfinir les règles du conflit au XXIe siècle. Avant de nous quitter, un dernier mot sur l'outil qui rend ce genre d'analyse possible. Stylo News est une application sur mobile et ordinateur qui vous permet de créer votre propre bulletin d'information personnalisé. On peut choisir parmi des centaines de sources traditionnelles, mais aussi sur X, pour construire un flux d'actualité qui correspond précisément à ses besoins. Pour découvrir comment obtenir une information à la demande alimentée par l'IA, on vous invite à vous abonner à Stylo News sur www.stylonews.com. Nous vous remercions sincèrement pour votre écoute. Et n'hésitez pas à nous suggérer des sujets que vous aimeriez nous voir analyser. Vous pouvez aussi suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. À très bientôt!